Ah, l'Inde. Sans doute l'une des cultures les plus riches et les plus variées au monde. L'Inde déborde de coutumes et de traditions hautes en couleurs. Et même si beaucoup de ces traditions indiennes sont sans aucun doute magnifiques, il y en a certaines qui paraissent assez inhabituelles pour les étrangers. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Des mariages de grenouilles aux médecines très peu conventionnelles, plongeons dans quelques-unes des choses incroyables, qu'elles soient courantes ou plus rares, qui se passent en Inde. Sacrée vache. À part l'Antarctique, tous les continents du monde abritent au moins une race de bovins, ce qui fait des vaches l'un des animaux les plus répandus sur Terre. Avec 305 millions d'entre elles qui se baladent tranquillement en Inde, il y a presque autant de vaches en Inde que de personnes aux États-Unis. Et dans les rues des villes indiennes, tomber sur une ou deux vaches errantes, c'est loin d'être rare. Et c'est même un énorme euphémisme puisqu'en réalité, on estime qu'il y a environ 5 millions de vaches errantes en Inde. Alors pourquoi ? Eh bien, la religion. Tu vois, selon l'hindouisme, les vaches sont sacrées. Et comme 80% de la population indienne est hindoue, l'abattage de bovins est interdit dans de nombreux États. Même si l'abattage est généralement interdit, le lait et les produits laitiers, eux, ne le sont pas. Cependant, quand un agriculteur ne peut plus tirer le lait d'une vache, il n'a bien souvent pas d'autre choix que de la relâcher dans la nature, car la garder coûterait trop cher. Ajoute ça à une gestion juridique irrégulière de l'élevage et tu comprends pourquoi il y a autant de vaches en liberté. Et il existe bien sûr des refuges pour vaches, mais avec seulement 1800 à travers l'Inde, il n'y en a tout simplement pas assez pour les 5 millions de vaches errantes. Résultat, elles errent librement et finissent souvent par se balader au milieu des habitants. Et à l'occasion, tu peux même en voir une montée dans un bus en plein centre-ville. Cette vache-là a été immédiatement refoulée, ce qui est dommage. Peut-être qu'elle allait au ciné version movie. Bon, désolé, on passe à la suite. De l'argent pour la moustache. C'est assez courant que la plupart des lieux de travail aient un uniforme ou un code vestimentaire. Et c'est aussi le cas en Inde. Sauf que pour les policiers, il y a une règle assez bizarre concernant leur apparence. Dans l'état de Madhya Pradesh en particulier, il est préférable que les policiers portent une moustache. Pourquoi ? Eh bien, selon un chef de police local, la moustache a un certain je ne sais quoi qui affirme la masculinité et impose le respect. À tel point que certains services offrent même une prime de 30 roupies par mois à ceux qui arborent une belle moustache. Ce qui, pour info, équivaut à environ 60 centimes. Mais le coût de la vie en Inde est aussi plus bas, donc ça a un peu plus de valeur. Le chef a expliqué qu'il avait été convaincu de tester cette initiative et constatant que les gens semblaient plus respectueux et agréables envers les policiers avec de la barbe ou une moustache. Mais est-ce qu'il y a vraiment une logique derrière tout ça ? Apparemment oui. Plusieurs études ont montré que les participants perçoivent les hommes avec plus de pilosité faciale comme étant plus masculins, dominants, forts et même agressifs. Des qualités qui peuvent parfois être utiles pour un policier. Donc voilà. Porter une moustache peut maintenant te faire gagner plus d'argent et de respect. Pense à transmettre le message à ta mère. Mariage de grenouilles et de chiens de compagnie. Le mariage de manière générale, c'est plutôt réservé aux humains. Pourtant, dans certaines régions d'Inde, il semble étendre le mariage sacré au règne animal aussi. Et il y a des raisons assez surprenantes à ça. Principalement dans le village de Bhopal, les habitants croient que si des grenouilles, oui, des grenouilles sont mariées lors d'une cérémonie hindoue traditionnelle, cela apaisera Indra, le dieu hindou de la pluie. On pense que quelques jours après leur union sacrée, le rituel mettra fin à la sécheresse et que le ciel s'ouvrira, arrosant les terres de pluie abondante. Pourtant, parfois la passion amphibienne brûle un peu trop fort, puisqu'en 2019, un couple de grenouilles a été contraint de divorcer après que leur mariage ait été soupçonné d'avoir provoqué de graves inondations. Les habitants ont affirmé que séparer les grenouilles était la seule solution pratique pour arrêter la pluie. Et ainsi, ce petit Roméo et Juliette ont été séparés. Car jamais il n'y eut d'histoire plus triste que celle de Juliette et de son Roméo crapaud. Mais ce ne sont pas seulement les grenouilles qui se marient. En réalité, dans certaines zones reculées de l'Est de l'Inde, certains villageois pensent que des personnes nées sous l'influence de Mars, ou Mangala en astrologie hindoue, est atteinte de Mangala Dosha. En gros, c'est une malédiction censée avoir des effets catastrophiques sur le futur mariage de la personne. Donc, pour s'en débarrasser, il n'y a qu'une seule solution, épouser un chien. Ça peut paraître complètement absurde, mais les villageois croient que si la personne atteinte du Mangala Dosha épouse un chien errant, la malédiction sera transférée sur le chien au lieu d'un futur conjoint humain, libérant ainsi la personne pour le vrai mariage plus tard. Qu'est-ce qu'il a fait de mal ce pauvre chien ? Bref, le mariage n'a évidemment aucune valeur légale, mais la cérémonie à elle seule est censée suffire à éloigner le mauvais sort. Un pistolet à fesses. Bon, désolé de faire baisser le niveau, mais quand on y pense, nous, les occidentaux, s'essuyer avec du papier toilette sec, c'est pas aussi hygiénique qu'on le croit. En gros, on étale une partie des déchets sur la peau et on laisse sécher jusqu'à la prochaine douche. Donc, on comprend pourquoi les Indiens et beaucoup d'autres cultures en Asie d'ailleurs ont adopté une approche différente.
Selon Wikipédia, 95% de la population indienne utilise une forme de nettoyage à l'eau après être allé aux toilettes. Bon, parfois aussi ça peut être un simple seau d'eau et un chiffon, mais beaucoup d'Indiens ont quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Un bidet à main placé juste à côté des toilettes. Grâce à ça, ils peuvent facilement rincer les résidus, ce qui peut clairement être une méthode bien plus propre, même si j'ai l'impression que je finirai forcément par m'asperger le visage au moins une fois en essayant de l'utiliser. Et ce n'est pas la seule chose qui différencie les toilettes indiennes de celles en Occident. Oui, en Inde, les toilettes sont souvent simplement des trous dans le sol au-dessous desquels on s'accroupit. Et même si ça peut sembler rudimentaire au détriment du confort, il y aurait des bénéfices pour la santé de cette bonne vieille position accroupie. À cause de la position, plusieurs revues médicales indiennes affirment que les déchets quittent le corps plus efficacement, car l'accroupissement détend davantage le muscle puborectal et redresse le côlon. Cela aiderait à se vider complètement et pourrait prévenir des problèmes allant de la constipation jusqu'au cancer du côlon. Cette théorie de la position accroupie peut sembler difficile à croire, mais pourquoi ne pas essayer avant de dire que c'est de la merde? Un poisson hors de l'eau. Heureusement, aujourd'hui, la science nous a permis d'avoir des médicaments pour la plupart des maladies. Des brûlures d'estomac, prends un antiacide. Un mal de tête, divorce. De l'asthme, bon. Même si les scientifiques recommandent généralement des comprimés et des inhalateurs, certains traditionalistes indiens ont d'autres idées, disons, intéressantes. Dans la ville de Hyderabad, la famille Good crée en pratique des rituels curatifs depuis 5 générations, dont l'un s'appelle Fish Paradasam. Tout commence assez normalement, puisque la famille Good prépare une pâte à base de plantes. Une recette très jalousement gardée. Mais ensuite, ça devient un peu bizarre, puisqu'ils introduisent cette pâte dans la bouche d'un poisson merelle vivant. Puis, font avaler le poisson vivant à une personne asthmatique. Aussi étrange que ça puisse paraître, les Good affirment que lorsque le poisson frétillant traverse le corps, il élimine les congestions de mucus et soulage l'asthme. Il déclencherait aussi certaines enzymes dans l'estomac qui auraient des effets curatifs, mais est-ce qu'il y a des preuves pour soutenir ça? Eh bien, un expert en maladies respiratoires, le docteur Vyakarnam Nageshwar, affirme que c'est n'importe quoi, puisque l'asthme n'a aucun lien avec l'œsophage, la paroi de l'estomac ni la libération d'enzymes. Mais qu'en est-il des milliers de personnes qui suivent ce traitement? Eh bien, une personne a déclaré qu'elle se remettre chaque année depuis 8 ans, et même si ça ne l'a pas guéri, ça soulage ses symptômes pendant presque 1 an à chaque fois. Mais je te laisse juger si ce témoignage est suffisant pour te convaincre d'essayer. Un inhalateur ou avaler un poisson vivant? Sacré dilemme. Voyage mouvementé. Si tu es parent, alors tu connais sûrement les plaintes incessantes de tes enfants pendant les trajets en voiture. Il me pousse, il est sur mon espace, on arrive quand? Pourtant, dans certaines régions d'Inde, les trajets en famille peuvent être très différents. Selon des médias indiens comme One India, c'est quasiment une norme culturelle pour les familles et les amis de se serrer dans les véhicules dès qu'il y a de la place. Ce qui fait que certains finissent même perchés de manière assez précaire sur les véhicules. À tel point qu'une loi nationale récente a dû l'interdire explicitement. Cette loi, introduite en 2019, interdit aux motards de transporter 2 passagers ou plus, sous peine d'une amende d'environ 2000 roupies, ce qui vaut en réalité environ 23 €. Mais avec le coût de la vie et un salaire moyen plus bas en Inde, c'est une amende assez conséquente. Malgré tout, ça semble avoir porté ses fruits, puisque les statistiques montrent une baisse spectaculaire des accidents de la route entre 2019 et 2020, passant de 151 000 à 131 000. Le niveau le plus bas depuis 2009. Incroyable, non? Ne pas s'entasser dangereusement sur des véhicules en mouvement réduit les accidents? Grosse révélation. Coco complètement fou. Avec plus de 11 millions de tonnes de noix de coco produites chaque année, l'Inde est l'un des plus grands producteurs du monde. Et avec de tels chiffres, pas étonnant que la noix de coco joue un rôle essentiel dans l'économie indienne. Elle est non seulement omniprésente dans la cuisine, mais elle est aussi considérée par certains comme ayant des propriétés spirituelles, étant un fruit divin des dieux et un élément clé de nombreuses traditions hindoues. Avec toute cette importance autour de la noix de coco, c'est devenu une industrie très lucrative. Chaque jour, les récolteurs grimpent aux arbres pour récupérer leur récolte avant de la vendre sur les marchés. Et en plus, les coques restantes sont revendues pour leurs fibres, utilisées pour fabriquer des tapis, des brosses ou des matelas. Cependant, fidèle à la tendance de souvent surcharger les véhicules en Inde, regarde juste ce collecteur de coques de noix de coco qui s'est peut-être un peu trop emballé. Pour un regard occidental, ça peut sembler complètement fou, mais vu tout ce qu'on a déjà observé sur les routes indiennes et sachant que ces coques doivent être transportées en très grande quantité pour être rentables, je suis sûr que c'est certainement une scène du quotidien. Keshlo-chan. Avec la religion viennent souvent les règles et les restrictions, mais je dirais que l'ancienne religion indienne du jaïnisme possède l'un des rituels les plus uniques. Les adeptes du Dharma Jain croient fermement à la réincarnation, ce qui signifie que leurs âmes sont piégées dans des cycles infinis de renaissance dans différents corps vivants. Et le seul moyen de libérer son âme est d'atteindre l'illumination, généralement après avoir été formé en tant que moine ou nonne.
Cependant, contrairement à ce qu'on pourrait faire croire Sister Act avec Whoopi Goldberg, devenir nonne n'est pas toujours aussi simple. Première étape pour une nonne Jain, la préparation. Pour se préparer, elle est envoyée vivre avec d'autres nonnes, complètement isolée de sa famille, parfois pendant plusieurs années. Après cela, le test d'initiation commence. La future nonne est réunie avec sa famille et tentée par le confort du foyer. Il est crucial qu'elle puisse se détacher de sa famille, car une fois devenue nonne, elle ne fera plus partie de sa famille biologique sur le plan spirituel. Ensuite, elle doit symboliquement épouser sa religion. Une cérémonie somptueuse est organisée en son honneur, couverte de cadeaux et d'attention. C'est aussi la dernière occasion pour sa famille de la traiter comme leur enfant. Cependant, c'est la prochaine étape de l'initiation qui constitue le véritable test. Et peut-être le plus étrange, place à la phase Keshlochan. Qu'est-ce que le Keshlochan, tu te demandes ? Eh bien, pour prouver leur dévotion et leur détachement de la vanité et de la souffrance du monde, les Jain doivent se débarrasser de leurs cheveux. Mais pas avec un rasoir, non. Ils doivent se les faire arracher un par un. Et ce n'est qu'après cela que la personne est initiée dans la vie monastique ou au monastère pour les hommes. Très peu pour moi, j'ai beaucoup trop à perdre. Surf de taureau. Étrangement, alors que le bétail est largement considéré comme sacré en Inde, au point que manger du bœuf est mal vu dans de nombreux États, certains Indiens semblent ne pas avoir de problème à les utiliser dans des activités sportives. Ça se passe lors d'un festival appelé Maramadi, ou plus simplement le surf des taureaux. Jusqu'à récemment, chaque mois d'août, dans un village de l'État de Kerala, les habitants se rassemblaient pour assister au spectacle. Pour préparer ce sport, un camp, ou une arène si tu préfères, est fraîchement labouré puis recouvert d'environ 15 cm d'eau, afin de créer une surface boueuse et glissante. Une paire de taureaux est ensuite attachée ensemble avec un harnais relié à une poutre en bois. Le participant monte alors dessus, attrape le taureau par la queue et les fait courir autour de l'arène boueuse en essayant de ne pas tomber. Et même si cette tradition existe depuis des générations au Kerala, le festival est récemment devenu la cible de défenseurs de droits des animaux, à tel point que ce sport a été interdit au niveau national en mai 2014. Les participants affirment que c'est injuste et ont demandé au gouvernement de lever l'interdiction, expliquant qu'ils ont, je cite, un lien émotionnel avec les taureaux. Mais comme le gouvernement indien, j'ai quelques doutes sur le fait que cet enthousiasme sportif soit vraiment partagé. Voleur de chaussures. On sait tous que le mariage indien moyen est assez différent de ce à quoi les occidentaux sont habitués. Mais au-delà des tenues spectaculaires, les danses et de la décoration, il existe certaines traditions pendant un mariage indien qui peuvent sembler particulièrement surprenantes pour les occidentaux. Prenons par exemple le Jutta Chupai. Le Jutta Chup quoi ? Eh bien, le Jutta Chupai est une tradition de mariage d'Asie du Sud généralement pratiquée lors de cérémonies hindoues et musulmanes. Et même si le mariage est souvent quelque chose de sérieux et sacré, celle-ci est avant tout faite pour s'amuser. Le principe est simple. Le marié porte une paire de chaussures spéciales brodées appelées Jutta. Selon la tradition, lorsque le marié s'approche du mandap, une autrement dit de l'autel, il doit retirer ses chaussures. Et c'est là que les ennuis commencent, car les femmes du côté de la mariée vont discrètement venir cacher les chaussures du marié. Le marié et sa famille partent alors à leur recherche, mais dans la plupart des cas, leurs efforts restent vains. Du coup, pour récupérer ses chaussures, le marié doit payer une rançon, ce qui met fin à ce rituel léger et amusant. Mais est-ce que ça a du sens ? Eh bien, au-delà du côté fun, cela sert aussi à montrer l'acceptation entre les deux familles qui s'unissent, symbolisant une vie de bonheur et de complicité, scellée par un petit échange d'argent. Ce qui est mignon sur le papier, mais des beaux-parents qui s'entendent bien, j'y crois pas une seconde. Normes culturelles. Les Britanniques enchaînent les tasses de thé, et les Américains soupaient leurs employés dans l'hôtellerie. Chaque pays a ses petites particularités culturelles, et l'Inde ne fait pas exception. Les Indiens ont des règles très précises concernant leurs mains et leurs gestes. Déjà, en Inde, tu ne dois jamais pointer du doigt. Pourquoi ? Parce que pointer, c'est réservé aux animaux et aux personnes de classe inférieure. En présence de personnes considérées comme de rang supérieur dans les systèmes de caste indien pour montrer du respect, et il est attendu que tu fasses un geste avec le menton ou avec la paume de la main tournée vers le ciel. Et ce n'est pas tout. Dès que possible, les Indiens doivent toucher les objets et la nourriture avec la main droite. Pourquoi ? Eh bien, à cause des habitudes aux toilettes en Inde, dont on a déjà parlé avant, la main gauche a, disons, une connotation peu hygiénique. Ce que je n'ai pas mentionné plus tôt, c'est que parfois le nettoyage se fait uniquement avec de l'eau et à main nue, toujours la gauche. Donc tu comprends pourquoi ça peut sembler un peu limite de l'utiliser pour manger, même après s'être bien lavé les mains. Ce qui m'amène au point suivant, la plupart du temps, les Indiens utilisent très peu de couverts. À la place, ils mangent directement avec les mains. L'idée, c'est que manger doit être une expérience sensorielle complète, impliquant un maximum de sens, la vue, l'odorat, le goût et même le toucher. Le riz par exemple est généralement mélangé au curry, attrapé avec des doigts puis porté à la bouche, ce qui peut paraître impoli pour un occidental mais qui est totalement normal en Inde. La nourriture est aussi souvent préparée en petites portions,
ce qui rend l'usage du couteau presque inutile à table. Maintenant, ce dernier point est sans doute le plus intriguant de tous, et ce n'est un secret pour personne que l'Inde n'a pas toujours été très ouverte concernant les relations homosexuelles, sachant que les relations entre personnes du même sexe n'ont été légalisées qu'en 2018. Pourtant, cette vision de l'affection entre deux personnes du même sexe n'est pas totalement cohérente, même si, en réalité, l'affection physique n'est pas perçue de la même manière dans les pays occidentaux comme les États-Unis. En Inde, il est apparemment tout à fait normal pour deux hommes, de bons amis, de se promener main dans la main sans que cela soit considéré comme une relation romantique. A l'inverse, des démonstrations publiques d'affection entre couples, hétéros ou non, sont mal vues et jugées inappropriées. J'aimerais beaucoup avoir ton avis sur cette différence culturelle assez opposée à celle du monde occidental. Alors dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Loi étrange. Alors, comme on l'a déjà vu, certains policiers indiens reçoivent une prime pour leur moustache. Une idée similaire s'appliquait aussi aux inspecteurs des véhicules, ces agences chargées de délivrer des permis de conduire et de vérifier la sécurité et les taxes des véhicules. Ces fonctionnaires étaient apparemment tenus par la loi d'avoir une bonne dent selon une loi de 1914 sur les véhicules motorisés. Cette règle étrange, un peu vintage, est restée en vigueur en Inde jusqu'en 2017. Selon des médias en ligne, la loi stipulait qu'un inspecteur devait légalement se brosser les dents 2 fois par jour pour éviter des caries sous peine de licenciement. On ne sait pas exactement d'où vient cette loi, mais elle est probablement liée à l'idée que le respect passe par une bonne hygiène et une apparence soignée. Ailleurs dans le système judiciaire indien, une autre loi étrange se cache. Il est illégal de faire voler un cerf-volant sans permis. Pourquoi ? Eh bien, selon une loi sur l'aviation de 1934, un cerf-volant est considéré comme un aéronef, ce qui rend techniquement illégal de le faire voler sans autorisation. Et c'est totalement logique. Qui sait quel drame pourrait arriver si quelqu'un faisait voler un cerf-volant sans permis ? Train de folie. Avec plus de 23 millions de passagers par jour, le réseau ferroviaire indien est un choix très populaire pour les trajets quotidiens. Cependant, en Inde, aller au travail peut littéralement être une question de vie ou de mort. Avec des gens qui tombent de trains complètement bondés tous les jours, des vies sont régulièrement perdues en chemin, avec un chiffre impressionnant de 27 000 morts liés aux trains en 2014. Mais pourquoi les trains sont-ils si remplis ? Eh bien, leur popularité vient surtout de leur prix. C'est le moyen de transport le moins cher pour beaucoup de gens, surtout que certains montent sans même payer puisque le gouvernement contrôle fortement les tarifs pour les maintenir bas. Super, non ? Ben pas vraiment. À cause de ça, les chemins de fer génèrent peu de profit et ne peuvent pas répondre à la demande avec plus de trains ni entretenir correctement les infrastructures. Résultat, des problèmes comme les déraillements arrivent fréquemment. Et comme tu peux l'imaginer, c'est encore plus dangereux quand des centaines de personnes jouent au rodéo humain sur les toits des trains. Ajoute à ça le manque de passages sécurisés et de ponts au-dessus des voies, et tu comprends vite pourquoi les trains en Inde peuvent être de véritables pièges mortels. Et toi qui pensais que ton trajet à côté de Monsieur Transpiration et Seigneur Croque-Tout était difficile. Chaud devant. Si tu es comme moi, ta dernière visite chez le coiffeur s'est probablement résumée à un bonjour gênant, suivi d'une discussion encore plus gênante, pour finir avec un miroir derrière la tête pendant que tu te retiens en larmes en disant que c'est parfait. Ah, et la partie où il sort un briquet pour te mettre feu aux cheveux ? Attends quoi ? Oui, dans la capitale indienne New Delhi, le coiffeur Nazim Ali propose un service unique. Et il coupe les cheveux de ses clients en les brûlant. Après 27 ans d'expérience, Nazim a décidé d'expérimenter en jouant littéralement avec le feu. Sa technique consiste à appliquer une poudre inflammable et un liquide secret sur les cheveux du client. Ensuite, les cheveux prennent feu et Nazim passe habilement un peigne pour sculpter la coupe, en éteignant les flammes au moment précis où la longueur est parfaite. Alors tu te dis sûrement « truc de fou, mettre le feu aux cheveux des gens, ça a l'air dangereux et douloureux ». Et pourtant, Nazim et ses clients affirment le contraire, au point que la pratique se répandrait dans toute la région et au-delà. Un de ses clients a même déclaré « ça a l'air dangereux, mais ça ne l'est pas, je n'ai pas ressenti de brûlure ». Ça se dit un peu puisque les cheveux ne brûlent pas si facilement sans être chimiques. Donc, une fois que la poudre a brûlé, le risque que ça dégénère reste faible. Bon, moi je vais rester sur un dégradé classique au ciseau, merci beaucoup. Enfin, jusqu'à mon prochain voyage en Inde. Parce que comme on dit, quand tu es en Inde, fais-toi brûler les cheveux par Nazim Ali. Merci d'avoir suivi ce voyage un peu fou à travers certaines des curiosités de l'Inde. Tu connais d'autres traditions indiennes qui peuvent sembler étranges pour les étrangers ? Eh bien, dis-le moi dans les commentaires. En attendant et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.